James Gordon Bentley, vous avez été jugé pour meurtre. Abigail McGinty a été trouvée morte dans son salon par le boulanger. Elle avait été mortellement blessée à la tête. La police n'a relevé aucun signe d'effraction dans sa maison de Brodini. Tout ce que le médecin légiste a été en mesure d'affirmer est qu'elle avait été frappée avec un objet lourd et anguleux dans la nuit précédant la découverte du corps. Vous, Bentley, avez été soupçonné de ce crime dès le début. Vous saviez où elle gardait son argent. Vous aviez récemment perdu votre emploi. Et puis, le fonctionnaire chargé de l'enquête, le commissaire de police Spence, découvrit 60 livres en billets sous une pierre bordant le chemin du jardin. Vous aviez donc un mobile, et les circonstances vous étaient propices. Accusé, veuillez vous lever. Monsieur le premier juré, quel est votre verdict? Nous avons reconnu l'accusé coupable. James Gordon Bentley, cette cour vous condamne à mort pour le meurtre avec préméditation d'Abigail McGinty. Vous allez être incarcéré en attendant le jour de votre exécution. Où vous serez pendu haut et court jusqu'à ce que mort s'en suive. Félicitations, commissaire. Votre enquête était rondement menée. L'issue de ce procès n'a jamais été indécise. Pourtant, je ne crois pas qu'il l'ait tué. Ce Bentley n'est qu'un garçon du village. Je dois dire que pour le jury, Bentley avait la tête d'un meurtrier. Il n'est pas très avenant et quelque peu sournois, mais d'après mon expérience, les véritables meurtriers sont plutôt, comment dire, sur deux. Pas comme ce pâle jeune homme. Dans mon fort intérieur, je dois reconnaître qu'il n'a pas une tête d'assassin. Et c'est pour cela que je suis venu vous voir. Je ne peux pas me débarrasser de la vive impression d'avoir envoyé à la potence un innocent. Bière légère, monsieur, cela vous convient? C'est parfait, merci. Merci, Georges. Ce jeune homme a-t-il eu un procès équitable? Absolument. Il a eu un avocat convenable. Donc, au regard de la justice, ce James Bentley n'a pas lieu de se plaindre. Être condamné à mort alors qu'on est innocent vous donne toutes les raisons de vous plaindre. Mais cette affaire est terminée pour vous. Oui. On m'a chargé d'enquêter sur une escroquerie. Je me rends à Glasgow. Il y a beaucoup de malversations à Glasgow. Mais alors que suggérez-vous? Que vous enquêtiez à votre tour. Vous percevez les choses, soit dit sans offense, d'une curieuse façon. Et vous pourriez trouver quelque chose qui m'a échappé. Ah, mais je crains que ce ne soit abusé de votre amabilité. Savez-vous quel est mon plus gros problème dans la vie? Non. Des heures de liberté à ne plus savoir qu'en faire. Je mènerai pour vous mon enquête sur cette affaire, commissaire, avec choix. Que ferez-vous si je découvrais que James Bentley est malgré tout coupable? Je lui passerai la corde au cou moi-même. Je vivais chez ma mère. J'ai veillé sur elle jusqu'à sa mort. Et puis j'ai dû vendre. Et vous êtes devenu le locataire de Madame McGinty? Oui. Je travaillais chez Breezer et Scuttle, à Kilchester. C'est à peu près à 7 km de Brodini par le train. Pardonnez-moi, mais je ne connais pas le cabinet Breezer et Scuttle. Ils vendent des maisons. Ah. J'avais jamais vendu de maison, mais je faisais les visites. Les gens ne concluaient pas, alors Monsieur Scuttle m'a congédié. Et je n'ai rien trouvé d'autre. Vos économies ont vite fondu. Oui, chez elle, c'était 3 livres la semaine. Ah oui, je comprends, oui. Vous vous êtes alors retrouvé avec un arriéré de loyer. J'étais à 2 mois d'arriéré. Oui. Hélas. Dites-moi, je vous prie, ce que vous avez fait durant la soirée où cette pauvre Madame McGinty est morte. À quoi bon? Je suis condamné. Ah non, 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 avec un nouvel élément, vous pourrez faire appel. Oui, mais je n'ai pas de nouvel élément. Mais je vous l'ai dit, je suis Hercule Poirot. Je peux peut-être en découvrir un pour vous. Merci, monsieur, merci beaucoup. De rien. Bon. Et maintenant, racontez-moi ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Elle a dîné vers 6h30, du pain beurré avec du hareng fumé.
Je suis sorti faire un tour vers 7 heures, je suis rentré à 9 heures. Je suis allé directement me coucher. Au matin, je la retrouve morte. C'est tout. Mais... Et qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Bah, je n'avais pas encore déjeuné. J'étais mort de faim. Attention. Bienvenue, monsieur. Merci. Je regrette, monsieur, nous sommes fermés. Si vous cherchez une maison, monsieur Scuttle pourra vous recevoir demain matin. Ah non, mademoiselle. Merci, mais je ne suis pas à la recherche d'une maison. Hercule Poirot. Je mène une enquête complémentaire sur un ancien employé de Breda & Scuttle, monsieur James Bentley. Oh, il y a un élément nouveau? Oui, pour l'instant... Il compte faire appel? Oh, comme je suis contente. Vous aviez de l'affection pour lui? Amy lui reprochait son manque de caractère, mais moi je l'aimais bien. Il écrit, vous savez. C'est un homme très honnête. Ah, je suis ravi de vous l'entendre dire, mademoiselle. Dites-moi, s'il vous plaît, vous a-t-il jamais parlé de sa logeuse, madame McGuinty? Il disait qu'elle lui servait trop souvent du hareng fumé. James n'aime pas le hareng. Vous aurait-il confié qu'il savait où elle gardait son argent? Il me l'a dit, en effet. Elle le cachait sous une latte de parquet, elle se méfiait trop des banques. Il a ajouté qu'il aurait même pu se servir aisément. Seigneur, je n'aurais jamais dû vous dire Non, ça. c'est rien, mademoiselle, n'ayez crainte. Je vois à présent me dépêcher pour rattraper le train de Broadhead. Mais dites-moi, mademoiselle, puis-je connaître votre nom? Maud Williams. Ah, mademoiselle Williams, la question est celle-ci. Si James Bentley n'a pas tué madame McGuinty, qui l'a tué? J'espère que vous serez à votre aise, monsieur Poirot. Et si vous désirez changer quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à me le dire. Tout ce que je changerais, madame, si cela était en mon pouvoir, serait de vous trouver une domestique digne de ce nom. Je sais, c'est terriblement ennuyeux. Nous en avions une très bien, mais elle a été assassinée. Ce n'est pas de chance. Elle était là tous les lundis, tous les jeudis, réglée comme une horloge. Que fait ce fichu troupeau d'oies dans le couloir, Maureen? Oh, bonjour. Monsieur? Un IP, c'est ça? Je vous souhaite un bon séjour. C'est un endroit du monde très convenable. Si cela ne vous fait rien, la semaine se règle d'avance. Le dîner sera bientôt prêt. Madame, la fenêtre de ma chambre ne ferme pas comme il faut. Elle laisse entrer un courant d'air froid. Je sais. Les parents de Johnny étaient dans la gêne, les pauvres. Ils n'ont pas entretenu la maison. Et puis, à notre retour des Indes, Johnny n'en avait pas les moyens non plus. Maintenant, il écrit un mémoire, Tous les chemins de l'Hindoustan. Et c'est pour cela que la maison tombe en ruine et que nous prenons des IP ces temps-ci. Que voulez-vous dire? Des invités payants. Ah. Tu es un bon chien.
En ce moment, la situation est bougrement fâcheuse, financièrement. Ce n'est pas facile pour Johnny au village. Tous les gens sont charmants à Brody. Dites, cela ne vous ennuie pas que je reste ici? L'odeur de la cuisine m'est tout à fait insupportable. Ah non, du tout, madame. Peut-être devrais-je vous en dire un peu plus à mon sujet. Je suis un détective. Oh, vraiment? Mais oui. Hercule Poirot, le plus grand détective du monde. Je suis ici pour enquêter sur le meurtre de Madame McGinty. Madame, vous voudrez bien me pardonner, mais je ne crois pas que j'aurai besoin de dîner. Prenez-en un 2 fois par jour, Bessie. Et ces bouffées de chaleur disparaîtront. Merci, docteur. Au revoir. Bonjour. Bonjour, docteur. S'il vous plaît, madame. Je le disais à Tantine, vous ne devriez pas loger un homme comme ça chez vous. Ce pauvre diable qui parle tout seul pourrait bien finir par perdre la boule. Et c'est ce qu'il a fait. C'est effrayant. Il va ensuite cacher son butin sous une pierre. Faut-il être faible d'esprit tout de même? Et vous permettez que je vous pose quelques questions sur votre tante? Dire qu'elle est morte, la malheureuse. Oui. Elle avait 64 ans. Mon oncle est mort jeune d'une pneumonie. C'est ainsi qu'elle est devenue femme de ménage. Il y a tant de gens fortunés par ici qui ne savent pas nettoyer leur sol. Votre tante, est-ce qu'elle habitait cette maison depuis longtemps? Oh, depuis toujours. Et vous-même, Madame Birch? Quelle chance de pouvoir vivre ici. Il y a un jardin. Et votre tante vous a légué cette maison par testament? N'allez pas croire que nous convoitions son argent pour le peu qu'elle avait, ou que nous voulions sa maison, mais avouez qu'on aurait tort de refuser ce qu'on reçoit en héritage. À quoi s'intéressait-elle? Oh, à rien de particulier. Au tricot, au chat, au chien. Oh, elle adorait lire son journal du dimanche. Les stars de cinéma et tout ça. Du thé? Oui, merci. Ah non, pas de lait. Je vous en prie. Pas de lait? Non. Oh, vous autres étrangers êtes très tatillons. Le thé avec un nuage de lait, c'est à l'anglais. Je ne bois jamais nature, en effet. Merci, madame. Bessie? Qui est-ce? C'est monsieur Hercule Poirot, il est détective. Il venait voir où ma pauvre tante a été tuée. C'est mon mari, monsieur. Monsieur? Mais que cherchez-vous exactement? Eh bien, Joe, il a une lettre de recommandation de la police. Je l'ai déjà dit à votre commissaire. Nous étions au cinéma à Kilchester, à 5 km de Drymorse et à 6,5 de la maison. Vous y êtes allé par le train? Non, on n'en a pas les moyens. Nous allons à bicyclette, n'est-ce pas, chérie? Moi, je ne vais nulle part. Mademoiselle? Que puis-je faire pour vous, monsieur? Je suis Hercule Poirot. Pourriez-vous me vendre, s'il vous plaît, quelques enveloppes et du papier à lettres? J'ai un bon papier à lettres de luxe. Quelle affaire vous amène au village? Le meurtre de Madame McGinty. Oh, ça. Un crime atroce, c'était terrible. Vous la connaissiez bien? On parlait de tout et de rien. Quelque chose d'autre? Oui, j'ai également besoin de 12 timbres à un penny. Dites-moi, connaissez-vous sa nièce, Madame Birch? Bessie Birch, bien sûr. Madame McGinty adorait sa nièce. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, et l'époux de sa nièce, Madame McGinty, l'adorait également. Pour autant que je sache, oui. Dites-moi, quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Voyons voir. Je crois qu'elle est morte un mercredi. Alors ce devait être
Lundi, dans la matinée, elle a pris une bouteille d'encre. Une bouteille d'encre? J'imagine qu'elle voulait écrire une lettre, pas vous? Ah. Bonjour, Madame Carpenter. Bonjour, mademoiselle. Mille excuses. Bonté divine, c'est vous, monsieur Madame Poirot? Oliver, mais qu'avez-vous... Je suis sincèrement désolée. Mais enfin, qu'est-ce que c'était? Un trognon de pomme, tout à fait inoffensif. Que faites-vous dans l'arrière-pays? Vous n'habitez pas la région? Non, Non, vous préférez cet affreux appartement moderniste au cœur de Londres. Il s'agit d'un meurtre, alors? Oui. Pas celui de mon hôtesse, j'espère. Mais qui est votre hôtesse? Son cottage n'est pas très loin d'ici. C'est à Laburnum. Sauriez-vous où cela se trouve? Il s'appelle Robin Upward. Il faudrait monter une pièce en adaptant un de mes romans. Oh, félicitations, madame. Par une de ces œuvres jouées sur scène, c'est superbe. Ah non, tournez à droite. Qui s'est fait tuer cette fois? Une vieille femme de ménage. Le jeune homme reconnu coupable est condamné à la corde. Mais il ne l'a pas tué, et vous savez qui l'a fait. Et non, je ne sais pas qui l'a tué. Je ne suis même pas convaincu que ce jeune homme soit innocent. Les hommes sont d'une telle lenteur. Je vous dirai bientôt qui c'est. L'intuition féminine vous fait défaut. Ceci dit, si une femme était à la tête de Scotland Yard, eh bien... Ariane! Seigneur, c'est lui. Bonjour. Shakespeare. N'ayez crainte, je serai discrète. Non, madame, je ne veux pas que vous soyez discrète. Vraiment? Vraiment. Je suis si heureux que vous ayez pu venir. Je viens d'avoir une idée fantastique pour le dénouement. Bien. Oui. Bien. Robin, voici Oui. Monsieur Poirot. Enchanté. Enchanté, monsieur. Venez, allons prendre un verre. Avec joie. Oh, comme je suis contente, Madame Oliver, de pouvoir vous rencontrer. Robin ne tarit pas d'éloges à votre endroit. Et j'ai lu tous vos romans. Voici un de mes très bons amis, Monsieur Hercule Poirot. Madame. On s'est rencontrés au village, par hasard. Robin? Oui, madame. Sers-nous à boire et apporte des cigarettes. Oui, bien sûr. Êtes-vous romancier, vous aussi, Monsieur Poirot? Non, je regrette. C'est un détective, un vrai. Comme Sherlock Holmes, avec casquette à cache-oreille, violon, autres accessoires. Il enquête sur un meurtre. Mais qui a été assassiné, monsieur? Vous connaissez déjà l'affaire, madame. Elle remonte à novembre dernier, le 22. Madame McGuinty? Oui. L'affaire n'est-elle pas classée? Non, non, absolument pas. Ils n'ont pas arrêté le bon meurtrier. Quel est son nom? Monsieur James Bentley. Mais il est innocent. Poirot doit démasquer le vrai meurtrier avant qu'il n'exécute le condamné. J'espère que ces petites cellules grises s'agitent. Oh, tout cela est excitant. Ah, une dame blanche pour vous, mère chérie. Merci, mon cher. Madame Oliver. Oh, merci beaucoup. Monsieur. Non, merci. Elle travaillait chez nous. Madame McGuinty. Si on peut appeler cela travailler, fouiller les tiroirs, éplucher les carnets de chèques, non mais quel toupet! Allons, inutile de faire monter votre tension, Madré. Elle était efficace. Eh, Robin, tu as bien raison. Elle l'était pour tout ce qui est de laver et de frotter. Robin est aussi bon qu'une fille avec moi, Madame Oliver. Il est très attentionné, il pense à tout. Vous perdez votre temps à venir fureter à Brodigny. Vous ne verrez que des gens charmants par ici. Bonne chance pour votre pièce. Bonne chance pour votre meurtre. Monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Avez-vous tout ce qu'il vous faut, madame? Oh oui, je vous assure que je ne manquerai de rien. J'ai une tonne de papier, un tonneau d'encre. Robin doit avoir du gin. Que pourrais-je désirer d'autre? Vous avez apporté votre encre? Comme toujours. Que ferait-on sans encre? Madame. Non, elle descendait toujours au bureau de poste d'où elle me téléphonait. Oui. Ne vous écrivez donc jamais? Non, elle n'aimait pas beaucoup écrire. Ah, mais quand on lui écrivait, elle répondait bien. Je le suppose, mais qui aurait pu lui écrire?
Presque tous ces meubles ont été vendus. La police a pris 2 ou 3 choses, et tout ce qui Non, madame, reste... non, laissez-moi vous aider. Non, ce n'est pas... Oh! Tout ce qui reste est dans cette valise. Le Sunday Comet du dimanche 19 novembre. 3 jours avant sa mort. Vous ne restez pas déjeuner? Il y aura des pancakes si je parviens à les décoller de la poêle. Non, madame. Il est nécessaire que je me rende à Londres. Mais je serai de retour demain. Ah, si vous le voulez, je vous apprendrai à faire une omelette. Au revoir. À la gare, je vous prie. Le Sunday Comet du 19 novembre. Eva Kane. Des parents du Nouveau Monde lui avaient généreusement offert un toit après la condamnation de Craig. La malheureuse, séduite par ce meurtrier sans pitié, changea de nom et quitta l'Angleterre pour toujours. Je veux voir ma fille grandir dans la joie et l'innocence, a déclaré Eva Kane. Le passé ne viendra pas entacher sa vie. Votre chocolat, monsieur. Merci, Georges. Voilà, la deuxième photo. Lily Gambon était trop jeune pour être jugée pour meurtre. Mais on dit que pendant ses années d'internat à l'institution pour délinquants juvéniles, sa conduite a été exemplaire. Aujourd'hui, après avoir racheté cette faute d'enfance dramatique, Lily Gambon mène une vie d'honnête citoyenne, de femme et de mère. Où sont-elles, se demande le Sunday Comet. Où sont ces femmes aujourd'hui? Mademoiselle Horsfall, après la parution d'un tel article, recevez-vous souvent des lettres de lecteurs? Oh, bien sûr, pensez donc. Certains n'ont rien de mieux à faire que de m'écrire. Écoutez, Oui. Pourriez-vous en venir au fait, s'il vous plaît? Oui, mademoiselle, je vais m'efforcer d'en venir au fait. Dites-moi, vous souvenez-vous avoir reçu une lettre de Madame McGuinty de Broadheny? McGuinty. Je me souviens du nom. Ah, frappé sur la caboche par un locataire. Pas un crime digne de grand intérêt. Non, une simple femme de ménage. Je veux dire sans aucun charme. Oh oui, attendez, je me souviens de cette McGuinty de Broadway. Une femme presque illettrée. Broadheny? Broadway. Avec une écriture détestable. Oui, vous avez donc pu confondre. Je n'ai pas confondu. Elle écrivait de Broadway. Il s'agissait d'une des photographies. Elle savait où trouver la même photographie que celle du journal. Étions-nous prêts à l'acheter et combien? Et quelle a été votre réponse? On lui a adressé le courrier habituel. À Broadway. Broadheny. Ah. Elle ne l'aura donc jamais reçue. Mais elle a reconnu l'une des photographies, ce qui est fort intéressant. Mademoiselle Horsfall, je vous remercie infiniment de votre aide. Pardonnez-moi une dernière chose. Ces deux articles que vous avez écrits sous cette rubrique « Destin tragique de femmes », sont-ils corrects? Si je sens correcte? Qu'est-ce que j'en sais? Non, ce que je veux dire, c'est que tous les traits de caractère de vos héroïnes ne sont peut-être pas tels que vous les décrivez. Écoutez, c'est du roman-fiction pour un journal du dimanche. Je ne doute pas un instant qu'Eva Kane ait été une véritable garce. Quant à cette petite Lily Gambon, eh bien, je la tiendrai à distance de mes couteaux de cuisine. Eva Kane avait quitté l'Angleterre pour le Nouveau Monde dans l'espoir d'une nouvelle vie dans les colonies anglaises. Mais rien n'interdit de penser, n'est-ce pas, mademoiselle, qu'elle ne soit pas revenue sur notre territoire? Non, absolument rien. Au revoir.
L'incomparable Hercule Poirot. Monsieur le docteur. Votre visite m'honore. Y a-t-il un crime dans le pays? Ma femme aimerait le savoir. Non, mais je cherche de nouveaux éléments dans l'affaire McGuinty. Et j'ai cru comprendre qu'elle avait été employée ici. Diriez-vous que cette femme était quelqu'un de sincère? Sincère? Qu'entendez-vous par là? Eh bien, le sens que je donne à ce mot est celui que la plupart des gens lui donnent. Était-elle disposée à faire connaître ce qu'elle pensait réellement? Non, je ne saurais vous le dire. Il faudrait voir Mademoiselle Scott, l'intendante. Vous avez une intendante à votre service? Oui. Mademoiselle Scott n'a plus de très bons genoux. C'est Madame McGuinty qui briquait le sol de la cuisine, astiquait les fourneaux. Elle travaillait très bien. Je suis tenté de croire que Bentley est coupable. Vous le connaissiez? Oui, il est venu me consulter 2 fois. Je l'aurais soigné s'il en avait eu les moyens. C'est un grand nerveux, couvé par sa mère, aujourd'hui décédée. Ce genre de cas est si fréquent. Nous avons au village une de ces mères excessives. Ah oui? Oui. Madame Upward. Laura Upward. C'est une mère qui cajole son fils et qui tient à ce qu'il reste dans ses jupes. C'est quelqu'un d'intelligent, ce Robin. Oh, pas aussi intelligent qu'il le croit, remarquez. Et sa mère, à mon humble avis, l'éloigne sciemment de la vraie vie. Vivent-ils ici depuis longtemps? À Broadheady, seulement 3 ou 4 ans. Et vous-même, docteur? Ça fait à peu près 8 ans. J'ai cru comprendre que vous séjourniez à Longmeadows. Oui. Pauvre de nous. N'est-il pas malheureux que la plus grande famille du comté en soit réduite à prendre des pensionnaires? Je vous présente ma femme, Madame Randall. Madame? Savez-vous qui c'est, Sheila? C'est le très grand détective Hercule Poirot. Ne faites pas attention, c'est sa nature. Le crime nous fascine, monsieur. Ce sont nos lectures préférées. Et vous êtes friand de criminologie, de romans ou de journaux du dimanche? De tout cela. Iriez-vous jusqu'à lire le Sunday Comet? Que seraient nos dimanches sans lui? Je vous apporte un verre. Vous voyez la scène, n'est-ce pas, ma chère Ariane? Nous avons ce jeune homme extraordinaire, votre Sven Yerson, qui arrive en nage après une descente à ski de 15 km du village. Il a 60 ans. Non. Je verrais plutôt un homme de 35 ans. Mais je le campe dans mes romans depuis 30 ans. Et il devait avoir 35 ans dans le premier. Ariane, chérie, si Sven a 60 ans, comment pourrait-il y avoir cette tension sexuelle entre lui et cette jeune fille, votre Ingrid? Enfin, cela ferait de lui un vieux vicelard. Très certainement. Dans ce cas, il faut qu'il ait 35 ans. Il ne peut pas en avoir 60. Mais tous les lecteurs de mes romans savent quel âge il a. Ma chère Ariane, je vous l'ai expliqué à différentes reprises, ce que j'écris est pour le théâtre. Ce n'est pas un roman. Il faut qu'il existe une tension sexuelle entre Sven et Ingrid. Vous savez ce que c'est? Ils sont antagonistes d'entrée de jeu. Mais au fond de leur cœur, ils s'adorent. Et bien sûr, ils finiront par succomber l'un et l'autre. Il ne s'est jamais intéressé aux femmes. Quoi? Oh non. Vous ne pouvez pas faire de lui un mignon efféminé. Je veux dire, il regorge d'énergie, c'est un homme d'action. Il skie. Non, il ne fait pas de ski. Il a 60 ans. J'ai besoin de marcher. Non mais que voulez-vous? Excusez-moi. Madame Carpenter? Je ne veux pas de produit d'entretien, allez-vous. Non, permettez-moi. Hercule Poirot.
J'ai quelques questions à vous poser concernant la mort de Madame McKinty survenue en novembre. Je ne la connais pas. Oh, madame, vous ne vous souvenez pas de Madame McKinty? Non, du tout. Maintenant, partez. Vous deviez vous souvenir de son meurtre. Ou est-ce que le meurtre de domestique est à ce point fréquent que vous n'y prêtiez même plus attention? Ah, le meurtre. Bien sûr, oui. J'avais oublié le nom de cette vieille femme. Bien qu'elle ait travaillé pour vous dans cette maison? Non, je regrette. Je ne vivais pas ici, alors. Monsieur Carpenter et moi ne sommes mariés que depuis 3 mois. Malgré tout, elle a travaillé pour vous tous les vendredis, quand vous étiez mademoiselle Selkirk et que vous viviez à Rose Cottage. Monsieur, si vous avez réponse à tout, pourquoi prenez-vous la peine de poser des questions? Ce n'était qu'une vieille idiote qui cachait son argent sous une latte de parquet, alors de grâce. Quelqu'un l'a tuée pour la voler? Un fait divers dans les journaux du dimanche. Ah, les journaux du dimanche, oui. Comme le Sunday Comet. Lisez-vous le Sunday Comet, madame? Nous achetons l'Observer et le Sunday Times. Ah. Je vous recommande le Sunday Comet, ne serait-ce que pour les photographies. Guy! C'est un étranger, un reporter. Enfin, je crois, il me questionne sur le terrible meurtre d'une vieille domestique l'an dernier. Tu t'en souviens? J'ai horreur de ce genre de choses. Seriez-vous en train d'importuner ma femme? Oh, non, monsieur. Je ne fais que mener une nouvelle enquête sur les circonstances de la mort de Madame McGuinty. Et tout ce que j'aimerais... Tais-toi, Eve. Monsieur, elle venait chez vous les mercredis, et elle est morte un mercredi dans la soirée. J'aimerais savoir s'il est venu ce jour-là. Je suis candidat à la députation, je suis très occupé, comme vous vous en doutez. Je n'ai pas de temps à consacrer à ces détails. Monsieur, tout ce que je désire, c'est savoir si elle aurait dit quelque chose ce jour-là qui aurait retenu votre attention. Elle n'était peut-être pas très bavarde. Aussi, comme une pie, un point commun aux gens de cette classe. On écoute d'une oreille distraite. Et quoi qu'il en soit, elle ne savait pas qu'on allait la tuer. Alors peu importe. Un crime d'une telle brutalité. Frappé avec un coup près. Oh. La police n'a jamais retrouvé l'arme du crime, madame. Nous savons tous que c'était un coup près. Bentley a dû le cacher. Dans un coin, quelque part. Tout comme il a caché cette liasse de billets sous un gros caillou. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Ce n'était qu'une vieille bonne femme du village. Une belle menteuse avec ça. Ah, fort intéressant. Quel mensonge racontait-elle, madame? Des idioties. Des choses contraires à la vérité sur les gens. Eve, veux-tu te taire? Vous n'êtes pas journaliste, n'est-ce pas? Monsieur... Croft! La date de la pendaison a été fixée à lundi en 15. Avez-vous trouvé quelque chose de nouveau? Vous n'avez rien du tout? Voici les photographies. Celles dont le Sunday Comet s'est servi. Impossible d'identifier quelqu'un d'après ces photographies. Vous rappelez-vous l'affaire Craig Poirot? Ah oui, bien sûr. Alfred Craig, secrétaire municipal de Parminster. Et Eva Kane, âgée de 19 ans. Elle était tombée amoureuse de Craig et lui était fou d'elle. Un jour, ses voisins apprennent que c'est sur la côte d'Azur que sa femme est partie pour se faire soigner, mais sa santé chancelante décline et elle finit par mourir. Seulement voilà, cette créature chétive n'est pas morte au soleil. Non. Mais dans le cellier où elle a été empoisonnée par Craig. Et pour finir, Craig a été exécuté et Eva Kane, qui attendait un enfant de lui, s'est réfugiée à l'étranger. Oui. Elle est allée en Australie avec une nouvelle identité. Je peux même vous dire sous quel nom. Evelyn Hope. Certains de mes collègues pensent que Eva Kane a joué la comédie de façon magistrale, qu'elle a commis le meurtre, mais que c'est lui qui a été pendu. Merci. Si cette théorie est vraie, on n'a aucune preuve. Et qu'Eva Kane l'a effectivement assassinée, elle aurait très bien pu récidiver. Et puis on a Lily Gamble. Lily Gamble. Elle vivait dans un des quartiers les plus pauvres de Londres, dans un immeuble vétuste et surpeuplé, près du Vieux-Port. Elle est arrachée à la misère et placée chez sa tante à Wimbledon, dans la banlieue. Un soir, notre jeune adolescente Lily Gamble décide d'aller au cinéma, seulement sa tante lui oppose un refus catégorique. Lily Gamble empoigne alors un coup près sur la table et le jette à la tête de sa bienfaitrice. L'objet est lourd, sa tante est frêle et menue. Le choc a suffi à la tuer. Lily s'est servie d'un coup près et Madame McGuinty a été abattue avec un ustensile de ce genre. Si Madame McGuinty a pu voir l'une de ces photographies, c'était dans l'une des maisons où elle faisait le ménage. Quant à Eva Kane, si elle est toujours en vie aujourd'hui, elle doit avoir plus de 60 ans et sa fille doit avoir la trentaine.
Je n'ai rencontré qu'une personne à Broad Heaney qui serait assez âgée pour être Eva Kane. C'est Madame Upward. Mais elle souffre d'arthrite et elle est clouée dans son fauteuil roulant. Aussi n'a-t-elle pas de fille, elle n'a qu'un fils. Un fils qu'elle adore. Admettons que Madame Upward soit Eva Kane. Son fils aurait-il pu tuer Madame McGinty pour garder intacte la réputation de sa mère? Non. Je crois qu'il se serait servi de cette révélation fâcheuse pour l'une de ses pièces. Vous savez, il y a 3 femmes qui ont l'âge que devrait avoir la fille d'Eva Kane. Sheila Randall, la femme du docteur. Maureen Summerhays, de Long Meadows. Et Eve Carpenter. Essayons de nous concentrer sur la fille de Eva Kane. Maureen Summerhays n'a rien d'une dissimulatrice intelligente qui joue un rôle, bien qu'elle ait vécu de nombreuses années aux Indes. Sheila Randall, elle, est en proie à la peur, bien que j'ignore ce qu'elle redoute. Mais Eve Carpenter, voilà une femme pleine d'assurance. Une élégante qui s'offre un maquillage des plus coûteux, mariée à un homme plein d'ambition politique, qui a une considération démesurée de son importance. Et il y a autre chose au sujet de Eve Carpenter. Elle est tellement vaniteuse qu'elle se refuse à porter ses lunettes, excepté celles au verre teinté. Sachez que sans lunettes, elle a peine à traverser son salon. Maintenant, ne prenant en compte que leur âge, cher ami, chacune de ces 3 femmes pourrait être aussi... Lily Gamble. Et à l'époque de cet affreux meurtre, Madame Carpenter n'était pas Madame Carpenter. Elle était alors une jeune veuve, véritablement dans la gêne, qui habitait le cottage d'un ouvrier agricole et qui était fiancée à l'homme fortuné de la région. Elle aurait pu craindre que Guy Carpenter ne découvre qu'il s'apprêtait à épouser une jeune femme d'origine très modeste et qu'enfant elle avait tué sa tante en lui lançant un coup près à la tête. Selon vous, c'est Eve Carpenter, n'est-ce pas? Oh, je ne sais pas. Qui sait si elle a quelque chose à cacher sur son passé? Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle devrait avoir une bonne raison de dire que Madame McGinty mentait sans cesse. Vous avouerez que c'est un peu maigre. Est-ce que quelqu'un irait vraiment jusqu'à commettre un meurtre pour les motifs que nous avons évoqués? La passion de la respectabilité est d'une intensité étonnante, commissaire. Ils ne sont ni saltimbanques ni bohémiens. Non, des gens charmants vivant à Broad Heaney. C'est eux-mêmes qui me l'ont affirmé. J'ai l'impression que vous n'êtes pas originaire de Colchester, mademoiselle. Non. Je suis arrivée il y a près d'1 an. J'habitais Londres auparavant. Je me suis lassée de cette vie. Lassée de la vie londonienne? Puis-je vous demander quel était votre emploi? J'étais dans la publicité. Et aujourd'hui, vous travaillez pour Brisser et Scotland? J'avais envie d'autre chose, mais... Votre enquête progresse, monsieur Poirot? C'est ce que j'aimerais savoir. Non, mademoiselle, non. Nous n'avons pas encore de suspect. Nous n'avons pas trouvé l'arme du crime. Et nous n'avons aucun indice qui suggérerait que Bentley soit innocent. Alors, honnêtement, non, mon enquête n'a pas progressé. Mais il ne reste que 15 jours avant qu'il ne le pende. Bonjour, très cher. Comment allez-vous? Oh, très bien, ma foi, je suis contente de vous rencontrer. Merci infiniment, sergent. Je vous en prie.
Commissaire Spence, s'il vous plaît. Commissaire, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Ah non, 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 non. Il se trouve que quelqu'un vient d'essayer de me tuer. Les petits fours vous plaisent, madame? Délicieux comme toujours. On trouve d'assez bons éleveurs dans la région. Au bout d'un moment, le golfeur se tourne vers son caddie et lui dit « Puis-je savoir pourquoi vous regardez sans cesse votre montre ?» Ce à quoi le caddie répond « Ce n'est pas une montre, monsieur, c'est une boussole. » C'est quelqu'un de distingué. J'apprécie cet humour. Ce serait amusant de faire la blague à un ami golfeur. C'est Les lui. fesses seraient garanties. C'est lui. J'ai regardé tous les invités, c'est lui. Quand il est C'est revenu, toujours le docteur. Merci infiniment, Monsieur Poirot, d'avoir eu la gentillesse de vous joindre à nous. Madame. J'aurais tant souhaité avoir la compagnie de quelques intellectuels vifs d'esprit pour vous deux, mais... Elle n'est pas aussi mal en point qu'elle ne le fait paraître. Si elle faisait un peu plus d'efforts, elle se tiendrait sur ses pattes en moins de 2. Le jeune Robin doit tout faire. On dit qu'elle se déplace très bien malgré son arthrite. C'est un jeu fascinant. Mais je ne joue pas très bien, j'en ai peur. Vous manquez de pratique. Savez-vous qu'hier, quelqu'un a essayé de me faire passer sous un train à Kilchester? Juste ciel. On avait clairement l'intention de me tuer. Merci, vous êtes trop aimable. Je sais... Le docteur Randall devait opérer hier à Kilchester, justement, ce serait... Ah non, 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 rien n'est sûr. Monsieur et Madame Carpenter étaient là aussi. Ils donnaient un discours à une réunion politique. Et elle courait les boutiques. Le major Summerhays y était également. Pour acheter de quoi nourrir les cochons. Robin Upward est hors de cause. Nous avons travaillé ensemble toute la journée à cette maudite adaptation pour la scène. Maintenant, il voudrait que Sven ait des relations sexuelles dans un sauna. Sven n'a jamais eu de relations sexuelles de sa vie. Ah, si vous saviez comme j'ai souffert. Ouais. Moi aussi, j'ai souffert. La cuisine de Madame Summerhays est indescriptible. Oh, c'est bien simple, ce n'est pas de la cuisine. Et les courants d'air grandus. Les longs poils de chien, les chaises, le détestable, enfin l'épouvantable lit dans lequel j'essaie de dormir. Quant au café, le liquide qu'on vous sert en guise de café est tout bonnement inqualifiable. Oh, j'adore ces soirées. Il y a toujours un excellent gin. C'est à vous qu'on doit ce plaisir, Madame Oliver. J'aimerais tant écrire des romans. Je ne sais pas faire grand-chose. L'autre jour, j'ai lu un article d'une femme dans le journal, le Sunday Comet. Une ridicule petite idiote. Horsefall, quelque chose comme ça. Elle posait cette question. Valait-il mieux choisir de faire adopter son enfant afin qu'il profite de tous les avantages? Vous entendez? Tous les avantages? Ou l'élever soi-même, quelles que soient ses modestes ressources? Quelle idiote! J'ai été adoptée. J'ai profité de tous les avantages et j'en souffre encore. C'est une souffrance qui me déchire le cœur de savoir que ma mère ne voulait pas de moi. J'ai été si cruellement abandonnée. Eh bien, remerciez le ciel qu'on vous ait recueilli, ma chère. Il fait froid dehors. Je n'abandonnerai pas mes enfants. Si j'en avais. Pour tous les avantages du monde. Allons, ma chère. Je me sens si seule. Je me sens si seul. Je vous ramène à la maison. Non. Je suppose, monsieur Poirot, que vous avez une raison de croire en l'innocence de James Bentley, n'est-ce pas? J'ai hâte de l'entendre. S'il n'est pas le tueur, qui est-ce? Avez-vous des indices, Poirot? C'est ça, des indices. Indices qui sont tout pour le détective et rien pour vous. Jusqu'à la fin où vous vous flanqueriez des gifles, n'est-ce pas, Madame Oliver? Moi, je me flanque des gifles dès le début. Allons, Poirot. Donnez-nous un aperçu du mécanisme de votre colossal cerveau. Voilà. Excellente idée. Livrez-nous un indice. Vous voulez des indices? Voilà. Seigneur. Oh! Bon sang. C'est tout? Ce qu'elles sont mal fagotées. Qui est-ce? Qui est ce petit laidron? Ce chapeau, quelle horreur. Mais pourquoi c'est des indices? Qui sont ces femmes? Vous ne reconnaissez pas ces photographies? Les reconnaître? Je devrais plutôt dire, vous ne vous souvenez pas avoir vu une de ces photographies auparavant? Non. Madame Carpenter. Madame Randall. Madame Randall, vous peut-être? Ah oui, Madame Upward. Vous reconnaissez l'une de ces photographies, n'est-ce pas? Oui, je crois que oui. Laquelle?
Vous avez donc déjà vu cette photographie? Mais quand? Oh, je ne sais plus. Je suis là, Madré. Il n'y a pas très longtemps, me semble-t-il. Je ne sais plus où je l'ai vue. Mais je peux vous assurer que j'ai déjà vu cette photographie, monsieur. Madame McGuinty a reconnu une de ces photographies et aujourd'hui cette femme est morte. Vous devriez me confier ce que vous savez, madame, quoi que ce soit. Mais vous êtes une femme secrète et inaccessible, madame. Quand j'ai décidé quelque chose, je m'y tiens. Savoir, c'est le pouvoir, mais le pouvoir ne doit être utilisé qu'à de justes fins. Vous voudrez bien m'excuser d'insinuer que vous n'appréciez peut-être pas beaucoup les provinciaux anglais et leurs us et coutumes. En d'autres termes, vous pensez que je ne suis qu'un étranger. Prenez garde, madame. Le danger vous guette. Où est l'argent, Joe? Où est-il? Ma chère, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Vous aviez arrêté. Et vous recommencez comme avant. Maintenant, nous ne payons plus de loyer. Personne ne nous jettera dehors. Cette maudite maison nous appartient. Je vais aller fumer. Bonne nuit. Personne ne m'interdira de dire ce que j'ai à dire. Votre conduite me fait honte. Jamais je n'ai essuyé une telle humiliation. Petite idiote. C'est moi, l'humilié. Vous avez perdu tout notre argent. Bon, moi j'ai eu un héritage, vous ne pouvez pas en dire autant. Est-ce ma faute si mes parents n'étaient pas fortunés? Oh, taisez-vous, j'en ai par-dessus la tête. Ne parlez pas sur ce ton. Je vous tuerai. Je vous tuerai de mes propres mains. Il y a un appel pour vous. Ah, merci, madame. Madame, il y a aussi un nouveau courant d'air froid dans ma chambre. Oh. Hercule Poirot? J'ai une autre théorie. Joe Birch, l'époux de la nièce de McGuinty. Ils sont à court d'argent. Joe gaspille tout. Ils ne peuvent plus payer le loyer. Joe quitte le cinéma de Kilchester, fonce sur sa bicyclette à Brodini, frappe la vieille femme, retourne au cinéma à temps pour se forger un alibi, et ils héritent du cottage. C'est clair. Au revoir. Viens, mon grand. Viens là. Mais enfin, où est-ce que tu te caches? Et s'il vous plaît, madame, à quoi sert cet ustensile? Ah, vous parlez de cet objet? Oui. C'est un pic à sucre ou un marteau à sucre. En tout cas, c'est pour casser les pains de sucre. C'est rigolo, hein? Oh, ma tête. Vous ne l'auriez pas rapporté des Indes? Oh non! Nous l'avons acheté à la vente de charité à Noël. Cela vient de Bagdad. Enfin, c'est ce que Sheila Rendell a dit. C'est si rare qu'elle sorte de son mutisme. Merci, madame. Mon chien. Allez, viens le chien. Viens. Viens là. Pour
casser du sucre? Oui, madame, un ustensile avec un manche en bois et une tête en laiton. Elle est d'ailleurs sculptée en oiseau. Sur le manche, il y a aussi 2 pierres incrustées bleues et rouges. Ah oui. Madame? Nous l'avons acheté au bazar, l'an dernier durant les vacances. On ne lui trouvait pas de place, je l'ai donc porté à la vente de charité. Alors, vous l'avez gardé dans cette maison jusqu'à Noël, ou vous l'avez donné pour la vente de charité? Non, c'était avant Noël, c'était pour la vente de la fête de la moisson. La fête de la moisson. Et quand a eu lieu cette vente de charité? Est-ce en septembre, en octobre? C'est à la fin du mois de septembre. Ah, vous êtes certaine d'avoir donné cet objet à la vente de septembre et non à celle de Noël? Oui. Ouais. Pour quelle raison êtes-vous ici, à Brodigny? J'enquête sur la mort de Madame McGinty. C'est ridicule. C'est absurde. Ce n'était qu'une vieille femme de ménage, ça ne rime à rien. Oh, je sais ce que vous faites chez nous, en réalité. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai du tout. Il en serait incapable, je le sais. Madame. Et vous, un professionnel, un si grand professionnel, est-ce qu'on dit? J'aurais cru que vous auriez trouvé déshonorant de venir ici, traquer un homme, de le traquer comme le ferait un chien, un beagle, c'est odieux, c'est... Madame, je vous en prie. Ces lettres ont été écrites par des lâches et des traîtres, des menteurs, des fumistes. N'en croyez pas un mot. Madame... Il n'y a rien de spectaculaire. Il n'y a rien qui soit à la mode. Ça ne vaut rien. Sven Yerson est végétarien. Non. Sven Yerson a toujours été végétarien. Il a une petite machine pour râper les carottes. Je sais, Ariane, ma très chère, je sais. Mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ai-je inventé cet homme révoltant. Je devais être folle. Ces choses-là arrivent. Vous faites un essai, les gens semblent ravis, vous continuez et avant d'avoir eu le temps de vous retourner, vous vous retrouvez avec ce personnage exaspérant pendu à vos basques pour la vie. Ne devrais-tu pas consacrer un peu de temps au casting, Robin? Ne crois-tu pas que Cécile Leach serait une bonne idée? Oh, ça, c'est extrêmement judicieux, Madré. C'est vrai, Cécile Leach pourrait tenir le rôle. Dites, pourquoi n'irions-nous pas à Kilchester ce soir? Puisqu'il joue justement la dernière de mes pièces. Pour Londres, s'il vous plaît, en express. Oh, Scotland Yard. Oui. Original. Mademoiselle Sweetyman, pardonnez-moi, mais si je ne m'abuse, vous n'êtes pas de cette région. Non, le vent m'a porté. Ah, je vois. Puis-je vous demander d'où soufflait ce vent? D'un pays lointain, peu importe lequel. Bonjour, Joe. Monsieur? Oh, Madré, c'est ennuyeux. Je ne voudrais surtout pas que vous vous sentiez seul. Nous pouvons encore Tu annuler... n'annules rien du tout. Sors et passe une excellente soirée. La pièce vous enchantera, Madame Oliver. Si je devais trouver le temps long, je téléphonerais à l'une de nos voisines. Bon, si vous le Ne dites. t'inquiète pas, voyons. Bonne soirée, Madré. Bonne soirée. Bonne soirée. Oh non. Attendez, je reviens. Je suis désolé. J'ai failli oublier votre café. Sérieusement. Êtes-vous sûr que cela va aller, mon ange? Ne t'inquiète pas. Nous y sommes. Que pensez-vous de mon affiche? Ah, ouais. Vous aimez? Pas mal, oui. J'ai quelque chose pour vous. Quelque chose qui pourrait être utile à votre enquête. Madame Carpenter. Eve Carpenter était danseuse de cabaret au Cactus Club à Soho. Ah, comment le savez-vous? Eh bien, je m'intéresse aux gens que je rencontre. Et alors? Elle a toujours la publicité du Cactus Club. Plutôt audacieuse, je dois dire. Mademoiselle, dois-je comprendre que vous êtes entrée chez elle par effraction? Qu'est-ce que vous croyez? Certainement pas. J'étais chargée d'un sondage pour la Corporation des agents immobiliers. Je demandais aux habitants de Broad-Inn s'ils me permettaient de visiter leur charmante demeure. Ils me faisaient faire immanquablement le tour du propriétaire. J'ai aussi relevé quelque chose chez le docteur Rendell, sa femme, Sheila. Le dîner sera bientôt prêt.
La pièce a été particulièrement bien accueillie. Vous voyez, je sens que Cécile est exactement le comédien qu'il nous faut. Attendez, je vais signer votre programme. Oh, c'est très aimable à vous. Non, c'est un plaisir. Merci. Et voilà. Magnifique. Je vais aller garer la voiture. Je connais le chemin. C'est nous, Madame Upward. C'était une tristesse. Mais il est talentueux comme tout, je crois. Bon, je vais me coucher. Madame Upward? Madame Upward? Propre, rapide, efficace. Aux Indes, les étrangleurs Thuggies procèdent ainsi. La victime ne crie pas, ne lutte pas. Les carotides sont comprimées. Je parie que c'est quelqu'un de familier. Ils ont pris un café. Pas d'empreinte sur la tasse, mais du rouge à lèvres. Regardez. Il flottait dans la pièce un parfum capiteux. Un parfum de luxe onéreux. Vous dites qu'elle avait reconnu l'une de ses photographies. Trop de gens prennent le meurtre à la légère. Ce n'est pas un jeu. Je le lui ai dit, mais elle n'a rien voulu entendre. Commissaire, il y a une jeune femme qui demande à vous voir. Il s'agit de Madame Summerhays, une voisine. Entrez, Madame Summerhays. Je crois que vous connaissez tout le monde. Oui. Alors? Je suis venue ici dans la soirée. À quelle heure? Je ne sais pas. Après son coup de téléphone, elle se sentait seule. En fait, c'est à Johnny qu'elle a parlé. Allô? Elle m'invitait à prendre un café. Johnny travaillait comme à son habitude. Leur café est bien meilleur que le nôtre. Vous avez donc pris le café? J'ai tiré la sonnette. Madame Upward? Mais je n'ai pas eu de réponse. Je lui ai téléphoné, mais personne n'a décroché. Vous avez mis dans le mille avec votre pic à sucre. Les gens ne réalisent pas que l'on peut déceler une microscopique goutte de sang grâce aux analyses pratiquées aujourd'hui. Et il s'ajuste parfaitement à la blessure. Et commissaire, pourriez-vous examiner ceci de très près? Vie marine de la Grande Barrière de Corail. Cet ouvrage contient de splendides illustrations, mais regardez plutôt la page de garde. Evelyn Hope. Eva Kane. Comment avez-vous... La Grande Barrière de Corail, mon ami. Où se trouve-t-elle? En Australie. Madame Upward. Madame, vous ne m'avez pas encore raconté votre soirée à Kilchester. C'était comme d'aller voir sa famille. Robin ne se sent vraiment chez lui qu'au théâtre. Il a toutefois une grande affection pour sa mère et il prend soin d'elle avec tant d'empressement. Oui. Il est donc probable qu'il lui ait téléphoné dans la soirée. À sa mère? Ah oui, absolument. Vraiment, quelle heure était-il? Près de 19h15, je crois bien, juste avant notre arrivée au théâtre. Comment était alors Madame Upward? Oh, elle allait très bien. Vous savez, c'est pas agréable de découvrir un cadavre. Non. Je tâcherai d'écrire moins de hurlements à l'avenir. Ils me pendront tôt ou tard. Ils y tiennent. Votre ami travaille dur pour vous. Quel ami? Maud Williams. En quoi ça la concerne? Elle est convaincue de votre innocence. Franchement, est-ce un crime d'avoir des sentiments pour une jolie jeune fille? Je vous écoute. Nous avons fait une promenade un jour. C'était agréable. Vraiment. Elle est exquise. J'aime ses cheveux. Elle a de ravissants cheveux noirs. Et de beaux habits. Ceux de maman étaient démodés, les siens à côté étaient très chics. Elle est si douce. Elle était venue à Broadway? Oui, pour une affaire immobilière. Vous l'avez invitée au cinéma ou bien alors à dîner? Non, je n'avais pas d'argent, monsieur. Nous nous sommes simplement promenés. Nous avons croisé cet écrivain de théâtre.
Monsieur Upward? Maud disait que je devais lui parler de mes poésies. De vos poésies? Oui. Oui, je compose des poèmes, j'aime beaucoup ça. Elle lui a demandé un autographe. Elle disait qu'il était célèbre. Robin Hopwood? C'était lui, oui. Oui. Aussi, Maud dit que je pourrais devenir célèbre si je persévérais. Et cette rencontre a eu lieu avant le meurtre de Madame McKinty? Oui, c'était le lundi. Elle est morte le mercredi suivant. Oui, j'aimerais vous demander autre chose, Monsieur Bentley. Madame McGuinty achetait bien le Sunday Comet? C'est exact. Avez-vous jamais lu le Sunday Comet? Non, bah... Je sais bien que ce n'est qu'un ramassis de sottises. Vous ne l'aviez donc pas lu cette semaine-là? Non. Madame McKinty vous aurait-elle parlé d'un article qu'elle aurait lu le dimanche avant sa mort? Ah, bien sûr, oui. Elle n'a parlé que de ça, des heures et des heures. Ah, attention, c'est très important. Alors concentrez-vous. Que disait-elle? Il s'agissait d'une vieille affaire de meurtre. Craig. Ou peut-être Conway. Je n'en suis pas sûr. Elle disait qu'une personne liée à cette affaire vivait à Brodini. Oui, mais a-t-elle donné un nom? Eh bien... Sa mère, je parie que c'était elle. La mère de qui? C'est celle de l'homme dont nous avons parlé, l'écrivain célèbre. Madame Upward? Oui, je crois que c'est ça. Ou c'était peut-être quelqu'un d'autre. Je faisais pas très attention. Quand on y réfléchit, c'est démoralisant de constater que vous risquez d'être pendu, monsieur, parce que vous ne prêtez pas attention aux propos que les personnes vous tiennent. Oh, je sais, mais je ne veux pas qu'on me pende, monsieur. J'ai rien fait de mal. Je suis distrait, j'y peux rien, moi. Faites ce que vous pouvez. Je vous en supplie, monsieur. Pour quelle raison une femme conserve-t-elle une photographie d'elle, de sa prime jeunesse? Par vanité? Oui. Dans le cas où il s'agit d'une jolie fillette qui garde une photographie d'enfance qui lui rappelle la jolie petite fille qu'elle a été, alors que son miroir lui renvoie une image des plus affligeantes. Si Eve Carpenter et Sheila Randall, deux jeunes femmes fort séduisantes avec une photographie telle que celle-ci, je crois qu'elles se seraient empressées de la déchirer de peur que quelqu'un de la voie. Non, ça ne saurait être par vanité. Gardons cette raison. Cherchons une autre raison. Le sentiment, le souvenir d'une personne qu'on aime. Y avait-il quelqu'un qui aimait Lily Gamble à cette époque-là? Notre certitude est justement que Lily Gamble n'a été ni chérie ni adorée dans son enfance. Une enfant des quartiers pauvres. J'en conclus que ce n'est pas là non plus la raison. Faites attention, Poirot, vous êtes en train de dire que personne n'aurait gardé cette photo. Exactement, mon ami. Mais quelqu'un l'a gardée. Madame Upward a admis l'avoir vue. Était-ce le cas? Mais c'est vous qui m'avez dit qu'elle s'en souvenait. Oui, mais elle mentait, c'est une évidence. Elle a reconnu une photographie, certes, mais elle nous a désigné l'autre pour nous aiguiller sur une fausse piste. Pourquoi? La faisait-on chanter? C'était une femme fortunée. Non, Madame Upward venait de découvrir quelque chose et elle attendait l'occasion de faire part de cette découverte à quelqu'un. La première occasion fut le soir où Robin se rendit au théâtre. Oui, Hercule Poirot. Je serai là à la première heure. Je sais que je ne devrais pas. Je me suis laissée séduire. Il est très persuasif et je n'ai pas eu la force de refuser. Mademoiselle Sweetyman, il est capital de confier à Poirot qui est cet homme. Joe Birch. C'est l'époux de la nièce de Madame McGuinty. Et vous étiez avec lui le soir du meurtre? J'ai vu quelqu'un aller chez les Upward. Je crois bien que c'était une femme. Désolé pour le retard, chérie.
Le major a exigé que je vous le dise. Monsieur Upward, votre pièce avance-t-elle? Eh bien, non, pour être honnête. Je me suis accordé une pause. Mais je ne dois pas me laisser décourager. Je sais que c'est ce que ma pauvre madrée aurait voulu. Oh, j'espère que ma frappe ne vous dérange pas trop, monsieur. Pardon? Ma frappe, le bruit ne vous dérange pas trop. Non. Je me sens incapable de rester à Laburnum tout seul. Où est-il? Que cherchez-vous donc, madame? Le formulaire du ministère de l'Agriculture pour ces satanés cochons. Trouvé. Madame Rendell? Et s'il vous plaît, madame, puis-je vous poser une question? Madame Upward vous a-t-elle téléphoné le soir de sa mort? Oui. Et à quelle heure, madame? Je n'en sais rien. Je regrette, c'est notre attendante, Madame Scott, qui a pris le message. Elle vous le dira. Et quel était ce message? Vous demandait-elle de lui rendre visite le soir même? Oui. Mais à ma honte, je dois dire que j'avais pris mes médicaments et que je me suis assoupie après le dîner. À mon réveil, il était très tard, il faisait nuit. J'aurais dû y aller. Oui. Merci, madame. James doit être quelque peu soulagé qu'on ne l'accuse pas du meurtre, puisqu'il est en prison. Que cherchez-vous exactement, mademoiselle? Eh bien, j'ai confiance en James Bentley. C'est un homme tourmenté, mais je le crois capable de grandes choses. Je voudrais qu'il soit disculpé. Oui, alors dites-moi ce que vous avez découvert chez le docteur Randall. Oh, la réflexion, c'est peut-être sans intérêt, mais... Sa femme venait de brûler des lettres. J'ai pu voir la pile de feuilles en cendres encore fumantes dans la cheminée du salon. Elle est loin d'être le genre de femme qui prendrait un amant. Alors allez savoir ce qu'elle mijote. Est-ce que le nom d'Evelyn Hope vous dit quelque chose? Evelyn Hope? Je vois qu'il ne vous est pas inconnu. Oui, bien sûr. C'est le nom qu'Eva, je ne sais quoi, a pris quand elle est partie en Australie. C'était dans le journal, le Sunday Comet. Non, le Sunday Comet répand de nombreuses histoires. Cependant, il n'a pas publié ce nom. Evelyn Hope est un nom que j'ai lu sur la page de garde d'un livre trouvé chez Madame Upward. Quoi? Pourquoi vouliez-vous l'autographe de Robin Upward? Pourquoi êtes-vous venu dans cette partie du monde en premier lieu? Comment savez-vous que Eva Kane était en Australie? Désolée, je dois m'en aller. Où cela, mademoiselle? Je dois vous laisser, désolée. Au revoir. Mademoiselle! Le prix que vous exigez sera le mien. Vous êtes détective privé, n'est-ce pas? Je vous paierai bien sans discuter. Je ne veux plus avoir affaire à la police. Ils croient que j'ai tué la vieille Upward. L'avez-vous tuée, madame? Non! J'écoutais la radio et Guy était à une réunion politique. Croft a pris le message de Madame Upward. Elle souhaitait que je lui rende visite. Vous y êtes allé? Pourquoi y serais-je allé? Cette pauvre vieille ennuyeuse comme la pluie se prenait pour une star de cinéma. Pourquoi ne portez-vous pas vos lunettes? Je les porte parfois. Enfant, j'y étais contrainte. Portiez-vous un appareil dentaire aussi? Oui. J'étais une triste chose. Oh, je suis sûr que votre mère n'en pensait pas un mot. Je ne saurais vous le dire. Elle m'a abandonnée très vite. Nous n'avons aucune raison de parler de ça. Acceptez-vous ce travail? Non, je le regrette, madame. C'est une question d'argent, n'est-ce pas? Oh. Combien alors? Vous commettez une grave erreur, madame, de croire que tout doit être toujours évalué en termes d'argent. Ah, mes ciseaux.
J'ai mené mon enquête à Dublin. Nous avons retrouvé une Lily Brogan, emprisonnée à vie à Montjoy Gaol pour avoir tué son époux avec un coup près. Son âge correspond, elle porte des lunettes au verre épais, elle a un caractère de chien et elle dit être originaire de Wimbledon. Concluant tout de même. C'est réparé. Donc cette femme à Dublin serait bien Lily Gamble. Oui. Ce qui ne nous laisse qu'Evelyn Hope, anciennement Eva Kane, qui apparemment serait morte en Australie il y a 20 ans. Eva Kane était gouvernante chez les Craig, me semble-t-il, n'est-ce pas? Ouais. Et quand il y a une gouvernante, c'est qu'il y a des enfants. Plus de 2? Non, 2. Recueillis par la famille à la mort de Madame Craig. Mm-hmm. Mais attendez une minute. Confirmez-vous ceci, mon cher Spence. Eva Kane est partie à l'étranger avant que Craig ne soit exécuté. Oui. Et à ce moment-là, elle attendait un enfant. Oui, c'est ce que disait le journal. Bon sang! Oh, ce qu'il est stupide, ce Poirot! Savez-vous, mon cher ami, ce qu'est un secret de polichinelle? Je ne suis pas friand de devinettes. Alors, allons-y, commissaire, le temps presse, vite! Mesdames, messieurs, je ne vais pas vous faire un récit long et compliqué de cette enquête. Mais il est nécessaire que je commence par le tout début. Voici donc l'histoire de Abigail McGinty. C'était une femme toute simple, travailleuse. Elle se mettait volontiers à genoux pour récurer vos sols. Hélas, Madame McGinty se fait tuer. Et un jeune homme, James Bentley, est jugé et condamné. Mais mon cher ami, le commissaire de police Spence de Scotland Yard, a des doutes quant à la culpabilité de Bentley et vient s'adresser à moi, Hercule Poirot. Il aimerait que je dissipe ces doutes d'une façon ou d'une autre. Alors la première question que se pose Poirot est la suivante. Pourquoi Madame McGinty a-t-elle été tuée? À présent, vous connaissez tous les photographies publiées dans le Sunday Comet, n'est-ce pas? Bon, Madame McGinty avait reconnu l'une de ces photographies. En fait, James Bentley a apporté cette réponse cruciale. Elle avait vu ces photographies chez Madame Upward. Mais quand je vous ai montré les 2 photographies à la soirée qu'elle donnait chez elle, Madame Upward a désigné la photographie de l'enfant meurtrier de la jeune Lily Gamble. Or, Madame Upward s'est trompée délibérément de photographie pour tenter de me déjouer. Mais une personne n'a pas été dupe. Le meurtrier. Et là, il est inutile de tergiverser. La photographie que Madame Upward venait de reconnaître était donc l'autre. Celle de Eva Kane, la complice de Craig dans le meurtre de Madame Craig. Le lendemain soir, Madame Upward se fait assassiner. Mais avant sa mort, 3 femmes ont reçu un coup de téléphone. Madame F. Carpenter, Madame Sheila Randall, Madame Maureen Summer Hayes. Étudions cela de plus près. Madame Upward donne ses coups de téléphone elle-même. Elle invite chacune de ces femmes à lui rendre visite ce soir-là. Ces femmes ont-elles quelque chose en commun? Non, semble-t-il, à part leur âge. Elles ont l'âge qu'aurait aujourd'hui la fille de Eva Kane. Après avoir reçu l'appel téléphonique, quelle a été leur réaction? Madame Summerhill s'est rendue à Laburnum. Madame Upward? Personne n'est venu lui ouvrir. Elle est donc repartie. Madame Carpenter et Madame Randall, pour diverses raisons, ne s'y sont pas rendues. Malgré tout,
Il y avait du rouge à lèvres sur une tasse à café. Il y a aussi un autre témoin qui gardera l'incognito, qui a vu une femme approcher de laburnum. Nous avons aussi un autre indice, une essence, un parfum capiteux, exotique, un parfum de prix. Ce parfum est exactement le même que celui que vous portez, Madame Carpenter. C'est ridicule, je n'y suis pas allée. Guy, défends-moi. Nous savons beaucoup de choses sur le passé de votre femme, des choses qu'elle préfère garder pour elle. Malentendu. Elle cache peut-être d'autres secrets. Je vous rappelle que nous avons des lois contre la diffamation en Angleterre. Est-ce diffamant de dire que votre femme met tel rouge à lèvres ou tel parfum de prix? Vous n'êtes qu'un malotru. C'est absurde. N'importe qui aurait pu parfumer cette pièce. Exactement. N'importe qui le pouvait. Et l'a effectivement fait. D'une façon maladroite et grossière. Mais cela m'a donné à réfléchir. Du parfum, du rouge à lèvres sur une tasse, mais on peut aisément effacer du rouge à lèvres sur le bord d'une tasse sans laisser de traces. On ne l'a pas fait. Mais alors il m'a semblé que l'auteur de cette mise en scène avait sciemment accentué la féminité pour souligner le fait qu'une femme avait commis le meurtre, dont Poirot commence bien sûr à soupçonner que ce n'est pas le cas. Ces appels téléphoniques destinés à ces trois femmes n'étaient que des messages. Aucune d'elles n'a parlé à Madame Poirot en personne. Elle a communiqué avec Monsieur Croft, votre majordome. Avec Madame Scott, votre intendante. Et bien sûr avec... vous, monsieur. Major Summerhays. Que vous a-t-elle dit, en fait? Allô? Elle a dit demander à Maureen de faire un saut pour le café. Exactement. Qu'entendez-vous par là? Je veux que vous nous précisiez si elle vous a paru dans son état normal ou si vous l'avez trouvée tendue. Oh, je n'ai pas fait attention, voyons. J'ai posé le combiné et j'ai appelé ma femme. J'étais tout entier à mon travail. C'est vrai, j'ai eu l'impression que sa voix était étrange. Était-elle alors sous la contrainte? Je sais seulement, monsieur, que quelqu'un tenait à impliquer une femme, quelle qu'elle soit. Alors je me suis demandé pourquoi. La seule réponse à cette question ne peut être que celle-ci. Ce n'est en aucun cas une femme qui a tué Madame Upward. C'est un homme. Nous en arrivons donc à ceci. Un homme a tué Madame Upward et les preuves maintenant en notre possession établissent de façon concluante que le même homme a tué Madame McGuinty. Mais quel genre d'homme? Une connaissance? Un homme à qui elles ouvriraient leurs portes? Un homme qui fait un saut pour prendre un café, à pied, en voiture ou à bicyclette? Ces deux meurtres dépendaient de la même photographie. Mais après le second meurtre, je suis sûr que vous en conviendrez, l'existence même de cette photographie représentait pour le meurtrier un véritable danger. On aurait dû la détruire, mais on l'a gardée. Comment je le sais? J'ai découvert cette fameuse photographie hier seulement dans un tiroir, ici même. Eva Kane, la photographie originale. En la retournant, j'ai lu... ma mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai jamais vu... Madame, vous nous avez dit avoir été adoptée, vous n'avez pas connu vos parents, mais quelqu'un savait. Quelqu'un avait découvert leur identité. Une personne qui est très attachée aux valeurs familiales ancestrales. Une personne qui aurait préféré mourir plutôt que d'être publiquement reconnue comme le mari de la fille de Eva Kane, ou dans ce cas, qui aurait préféré tuer. Non mais dites donc, sale petite ordure. Vous vous prenez pour qui? Vous, comme n'importe qui, pouvez l'avoir cachée dans ce tiroir. Ce n'est pas sérieux. Je n'ai jamais vu cette photographie, excepté chez les Upward à cette soirée. Qui est ce petit laidron? Vous avez de la chance, madame, que Poirot ne dise que la vérité. Parce que cette photographie a été glissée dans ce tiroir peu de temps avant que je ne la trouve, et j'en suis certain parce que j'avais rangé le contenu de ce tiroir précédemment et qu'elle ne s'y trouvait pas. Quelqu'un l'a donc placée à l'intérieur, dans l'intervalle. Continuons. Donc, ces deux crimes ont été commis par un homme. Et pour la raison la plus simple qui soit,
l'argent. Sur la page de garde d'un livre venant de chez Madame Upward, on peut lire Evelyn Hope. Il se trouve que c'est le nom donné à Eva Kane quand elle a quitté l'Angleterre pour l'Australie, puisqu'elle portait le prénom de Evelyn. Il n'est pas insensé de supposer qu'elle aurait baptisé ainsi son enfant. Evelyn, pour un Anglais, est un prénom que l'on donne aussi bien à un homme qu'à une femme. Et qu'est-ce qui nous disposait à croire que l'enfant de Eva Kane était une fille? Rien, si ce n'est le Sunday Comet qui nous l'a raconté dans un article de Mademoiselle Pamela Horsfall. Mais son récit était romancé et purement fictif. Comment Pamela Horsfall aurait-elle bien pu connaître le sexe d'un enfant à naître? S'ils sont corrects, qu'est-ce que j'en sais? Non. Evelyn Hope est le fils de Eva Kane. Il quitte l'Australie pour l'Angleterre, trouve un emploi, il s'attire les bonnes grâces d'une veuve très riche et très seule. Au fil du temps, cette veuve finit par l'adorer. Ils changent officiellement de patronyme, de prénom, et ils viennent s'installer ici. Votre véritable nom, monsieur, est Evelyn Hope. N'est-ce pas? Savez-vous au moins ce que vous dites? Le nom Evelyn Hope que j'ai découvert sur la page de garde du livre est écrit de votre main, monsieur. Tout comme ces mots. Ma mère, au dos de cette photographie. C'est cette photographie que Madame McGuinty a vue alors qu'elle mettait de l'ordre dans votre chambre. Elle a présumé qu'il s'agissait d'une photographie de Laura Upward dans sa jeunesse. Elle ne s'est pas doutée un instant que Madame Upward n'était pas votre véritable mère. Votre véritable mère, monsieur, n'est autre que Eva Kane. Vous saviez que si votre chère madré le découvrait, elle vous jetterait dehors. Vous seriez à la rue et devriez vous débrouiller tout seul. C'est difficile de gagner sa vie comme auteur dramatique sans l'aide et l'appui d'un généreux mécène. Alors, Madame McGuinty est réduite au silence. Vous n'êtes qu'un ridicule butor. D'où tenez-vous ces inepties grotesques? Oh, je vais vous le dire, j'ai remarqué chez vous quelque chose de peu naturel dès notre rencontre à Laburnum. Votre attitude envers Laura Upward, monsieur, n'était pas celle d'un fils envers sa mère. C'était plutôt l'attitude qu'aurait un protégé envers sa bienfaitrice. Quant à Laura Upward, même si son adoration pour vous était indéniable, elle considérait qu'elle s'offrait un luxe chèrement payé. Oh, mais tout va bien, oui, pour Robin Upward. Le voilà devenu un auteur dramatique à succès. Jusqu'à l'entrée en scène de Madame McGuinty. Que faites-vous? Vous volez le pic à sucre chez les Summerhays. On vole ce qu'on veut chez les Summerhays. Vous vous rendez en voiture à son cottage. Madame McGuinty attend avec impatience son petit cadeau. Une récompense qui devrait représenter une belle somme. Mais en guise de cadeau, vous lui fendez le crâne. Puis vous maquillez votre crime en vol. Pourquoi? Vous voulez que tout accuse James Bentley? Vous l'aviez rencontré quelques jours auparavant. Vous l'aviez jugé peu intelligent. Quand il découvrirait le corps, il paniquerait, il se mettrait dans une situation critique, et voilà, c'est gagné. Il est jugé, condamné. Bon, tout va pour le mieux. Jusqu'à ce que je montre ces photographies à cette soirée chez vous. À cet instant précis, vous savez que Madré a tout compris. Alors vous préparez votre mise en scène. Oh non. Attendez, je reviens. Vous faites attendre Madame Oliver dans votre voiture. J'ai failli oublier votre café. Sérieusement, êtes-vous sûr que cela va aller, mon ange? Ne t'inquiète pas. Et vous la tuez. Pour accomplir ce meurtre, il ne vous faut que quelques secondes. Et maintenant, pour faire croire qu'une femme a commis ce crime, vous marquez une tasse de rouge à lèvres. Rouge à lèvres subtilisé dans le sac à main de Madame Carpenter. Vous aviez même apporté un flacon rempli de son parfum préféré.
Et pour mettre la touche finale au dernier acte qui devait incriminer une femme. Vous passez un coup de téléphone d'une cabine à votre madre quand vous vous rendiez au théâtre en compagnie de Madame Oliver et que vous veniez d'arriver à Kilchester. C'est exact, n'est-ce pas? C'est exact. Je lui ai téléphoné et elle allait bien. Et maintenant, ça suffit. Je ne vous cache pas que j'avais contacté mon avocat sur le champ. Il vaudrait mieux que cet avocat soit expert, monsieur. Parce que vous n'avez pas appelé votre mère, parce qu'à cette heure-là, Laura Upward était déjà morte. Vous avez téléphoné, oui, mais ces coups de téléphone étaient destinés à 3 femmes, Madame Eve Carpenter, Madame Sheila Rendell et Madame Maureen Summer Hayes. Vous vous êtes servi de tout le talent de l'acteur que vous avez été. Allô, ici Laura Upward. Pourriez-vous donner, je vous prie, ce message à Madame Le but de la manœuvre était de placer l'une de ces 3 femmes chez vous, sur le lieu du crime. Quand vous avez appris que Maureen Summer Hayes s'était rendue chez vous ce soir-là, alors vous avez eu l'idée de déposer cette photographie dans un de ces tiroirs. Après tout, c'était elle qui possédait le pic à sucre. Et comme elle avait été adoptée, il lui aurait été très difficile de prouver qu'elle n'était pas l'enfant de Eva Kane. Mais vous avez négligé un tout petit détail, monsieur. Le fait que Madame Maureen Summer Hayes, quelle qu'en soit l'occasion, ne se met jamais de rouge. En est-il autrement, madame? Non, je ne mets jamais de rouge à lèvres. Non. Voyez-vous, monsieur, au moment où je rangeais ce tiroir, je savais que la personne qui avait glissé ceci à l'intérieur était celle qui tapait à la machine au-dessus de moi. Là, je me suis souvenu de ce que vous avez dit à Maureen Summer Hayes quand on a appris qu'elle était une enfant adoptée. Eh bien, remercie le ciel qu'on vous ait recueilli, ma chère. Il fait froid dehors. Puis je me suis rappelé le titre de votre pièce. Madame Oliver me l'avait confié. Abandonné. Alors j'ai su que vous... Je vous en prie. Monsieur Robin Upward, ou je devrais dire plutôt Monsieur Evelyn Hope, aviez également été adopté. Oseriez-vous le nier? Oseriez-vous le nier? Non. Non. Arrêtez de me regarder. Je vous en prie! Arrêtez de me regarder. Bonjour, Poirot. Je suis pas en retard, au moins on avait bien dit 4 heures. Nous avions dit 15 heures, madame. Bon, c'est pas grave. Alors, c'était donc Robin Upward, et moi qui l'attendais dans sa voiture. Je dois vous avouer que je n'en reviens pas. J'étais certaine que c'était le docteur ou Joe Birch. Pour votre malheur, madame, votre intuition se sera accordé quelques jours de congé. J'avais d'autres soucis en tête, c'est tout. Sachez que je suis désolé que votre pièce de théâtre ne soit pas écrite. Pleurez si ça vous chante, Poirot. Personnellement, je suis folle de joie. Allez, montez. Je vous ramène à Londres. Ah, je vais les mettre ailleurs pour vous faire de la place. Mais alors, celui qui a tenté de vous faire passer sous ce train était Robin Upward? Je vais vous dire ce qu'il en est. Durant plusieurs années, dans la ville de Stoke-on-Trent, un grand nombre de malades en phase terminale ont été assistés dans leur suicide en prenant des drogues qui leur avaient été prescrites par un médecin local. Crime, euthanasie. Le docteur Rendell. Oui, c'est cela, oui. Des bruits courts et des gens sans scrupules envoient des lettres de dénonciation. Mais je n'ai rien trouvé prouvant que le docteur Rendell en avait tiré quelques profits financiers. Mais les gens sont cruels, de vos langues de vipère, n'est-ce pas?
La femme du docteur souffre de névrose. Le couple vient donc de commencer une nouvelle vie à Broadheen. Tout va pour le mieux jusqu'à l'arrivée de ce petit Belge qui fourre son nez partout. Oui, c'est moi. Mais Poirot, voyez-vous, est immortel. Et qui plus est, il sait toujours tout. Par exemple, il sait que c'était vous, l'inconnu de Laburnum. Vous étiez sur les lieux. Poirot sait également que Williams n'est pas votre vrai patronyme. Votre nom est Craig, n'est-ce pas? Et que Eva Kane était votre gouvernante. Elle a tué ma mère. J'y suis allée ce soir-là, pour me venger. J'étais prête à la tuer, mais... elle était déjà morte. Je sais maintenant qu'elle n'était pas Eva Kane, en fin de compte. Heureusement, je n'ai pas tiré. Dites, avez-vous l'intention de m'accuser de quelque chose? Il est temps de se dire adieu. Alors adieu. Bonne chance. White Even, monsieur, s'il vous plaît.